Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais vous parler du monde du travail fait par les hommes pour les hommes. Déjà, bonne ambiance pour commencer la journée. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux cheveux. J'ai compris que vous aviez un peu fait la fête hier soir. Alors, voilà, moi, mon propos, ça fait à peu près 14 ans que j'étudie le monde du travail. Je suis rentrée par là par un prisme très empowerment. Je vais vous en parler, mais vraiment, tout mon propos aujourd'hui, c'est de renverser la perspective, d'arrêter de se demander comment est-ce que les femmes peuvent s'adapter au monde du travail, mais adapter le monde du travail aux problématiques, à la réalité et au vécu des femmes. Alors, qui est cette personne Qui suis-je? Moi, à la base, je suis journaliste. J'ai toujours voulu travailler en presse féminine pour parler des sujets société et aussi du travail qui prenait assez peu de place, on va dire, dans les pages de la presse féminine. Donc je vous parle de ça, à l'époque, c'est 2013-2014. On parlait de la presse, enfin, on parlait du travail en disant les femmes doivent oser, doivent être audacieuses. Et puis, on ne disait pas plus que ça. On savait qu'il y avait des écarts de salaire, on savait qu'il y avait des écarts, évidemment, dans l'organigramme. On savait qu'il y avait aussi du harcèlement sexuel au travail, mais c'était bien avant MeToo, donc on n'en parlait pas trop. Donc moi, j'ai commencé à travailler ce sujet vraiment par un prisme d'empowerment, c'est-à-dire de prise de pouvoir, de prise de confiance en soi, en se disant, bon, bah, comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les règles de la réussite? Et comment est-ce qu'on va arriver à avoir les mêmes carrières que les hommes? Donc j'ai interrogé nombre de femmes, de sociologues, d'experts de la mixité et de coachs aussi, parce que du coup, beaucoup de conseils à donner. Je me suis moi-même formée au coaching et je suis du coup aussi coach en vie professionnelle pour les femmes. Je ne coach que des femmes. Et donc, c'est très intéressant. Voilà. Et donc, en écoutant tout ça, évidemment, je conseillerais à n'importe qui a l'occasion de faire du coaching dans sa vie, d'en faire. Il n'y a aucun mal à apprendre à poser ses limites, à savoir ce qu'on veut, à le réclamer soi-même, à déterminer soi-même sa valeur et à apprendre à se mettre en avant et être dans une dynamique d'autonomie et de ne pas attendre que la reconnaissance et la récompense tombent naturellement, puisque, spoiler, la méritocratie n'est pas toujours au rendez-vous dans le monde du travail. Donc faire du coaching, c'est très bien. Mais, et ce mais, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais le coaching ne peut pas tout. À un moment, on se bute aussi à des règles, à un système qui a été pensé par les hommes, pour les hommes. Et donc c'est ce qui m'a amené à écrire mon deuxième essai, Les méritantes, comment le monde du travail trahit les femmes, et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai aussi écrit un livre de coaching qui s'appelle Devenir badass au travail, et un premier essai qui est sorti en 2021, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, qui parle de l'argent dans le couple, et donc comment le couple et la famille appauvrit économiquement les femmes, mais c'est un autre sujet. Je ne vais pas vous annoncer trop de bonnes nouvelles aujourd'hui. On va s'en tenir au monde du travail. Alors, ces chiffres, on les connaît. Parce qu'à chaque fois qu'on parle des inégalités professionnelles, on ramène ces mêmes chiffres. 23,5% d'écart de salaire, à temps de travail égal, on est 14-15%. 40% d'écart de retraite entre les hommes et les femmes, 36% de femmes managers, 83% des travailleurs à temps partiel sont des femmes et seulement 10% de femmes PDG au 440. Bon, le 440, c'est bien gentil, mais ça ne correspond pas forcément à notre réalité, à nous, au quotidien, mais c'est quand même un indicateur pour dire que plus on monte dans les responsabilités, dans le pouvoir, moins les femmes sont là. Et pourtant, les femmes ont toujours travaillé. Ça, c'est aussi aller à l'encontre du mythe, ce que j'appelle le mythe des débutantes, c'est de nous faire croire qu'on ne travaille que depuis les années 70, alors qu'en fait, les femmes ont toujours travaillé. Si vous ne deviez retenir qu'un seul chiffre, au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, les femmes représentent un tiers de la population active. Et il y en a plein qui sont évidemment passés sous les radars, parce que les statistiques sont aussi très souvent biaisées. Donc, nous n'avons pas les mêmes carrières que les hommes. Comment est-ce qu'on l'explique? On dit, bah oui, mais les femmes s'occupent plus des enfants, elles passent plus souvent un temps partiel volontairement, alors qu'en fait, la majorité des temps partiels sont subis, elles négocient moins leur salaire et elles choisissent les métiers les moins rémunérateurs. Bouh, vilaines femmes, qui font les mauvais choix ou qui n'ont pas le bon comportement. On pointe aussi beaucoup du doigt le syndrome de la bonne élève et le syndrome de l'impostrice. Alors, je fais un petit rappel, mais vous avez sans doute déjà entendu parler de ces syndromes. Le syndrome de la bonne élève, c'est quand on travaille très bien, mais qu'on attend que la reconnaissance et les récompenses viennent sur nous naturellement, qu'on soit naturellement reconnu pour nos bons résultats. Donc la bonne élève, elle va beaucoup travailler, elle va être très appliquée, elle va être rigoureuse, mais elle ne va pas négocier son salaire, elle ne va pas demander de promotion, elle attend que son chef les lui propose.
et elle attendra longtemps, du coup. Parce que quelqu'un qui travaille très bien pour toujours la même rémunération, on est ravis. Ça fait faire des économies. Le syndrome de l'impostrice, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de douter en permanence de soi et de sa légitimité. C'est de se dire qu'on aurait pu faire mieux, que quelqu'un d'autre aurait été meilleur à notre place, que peut-être on n'a pas vraiment mérité tout ce qu'on a, ou d'attribuer notre réussite et nos succès à des facteurs extérieurs. J'ai eu de la chance, je dois tout à telle personne qui m'a embauché, c'est le fruit du hasard. Voilà. Ou dire aussi, c'était un travail d'équipe. Ça, quand on nous fait des compliments et qu'on répond, mais c'était pas grand-chose, j'ai juste fait mon travail, c'était un travail d'équipe, on a tendance à se minimiser. Donc on pointe beaucoup du doigt ces syndromes. Et moi-même, en tant que coach, je dis que c'est bien de lutter contre ces syndromes-là. Mais si on réfléchit un peu 2 secondes, qu'est-ce que c'est qu'être une bonne élève? C'est être très rigoureuse, très consciencieuse et bien aimer faire son travail. Et se sentir impostrice, certes, c'est pas terrible de toujours douter de soi, mais ça prouve aussi qu'on a la capacité à être humble, à se remettre en question et à favoriser le travail collectif. Si ça, ce ne sont pas des syndromes porteurs dans le monde du travail, qu'est-ce que ça nous dit du monde du travail? Au lieu de se demander comment est-ce qu'on va fixer les femmes, corriger leur comportement, est-ce qu'on peut regarder de l'autre côté? Qu'est-ce que ça nous dit du monde du travail? Et surtout, moi, je me suis demandé, dans les méritantes, quels sont les bons syndromes de la réussite professionnelle? Si bien travailler et être humble, ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Alors, j'adore inventer des noms de syndromes. Alors, du coup, j'en ai inventé plein. Et ça commence par ce que j'appelle le syndrome du piqué. Il ne faut pas seulement bien travailler, il faut passer beaucoup de temps au travail, même si on ne travaille pas. Il faut faire des gros horaires, il faut aller à des séminaires, à des after-work. Vous êtes ici sur plusieurs journées. Je serais curieuse de savoir si les frais de garde éventuels mobilisés sont passés en frais professionnels ou pas, par exemple. Mais donc, le syndrome du piqué, c'est répondre à cette culture du présentéisme. On va jauger la motivation, l'investissement d'une personne à son temps de présence. Alors que, évidemment, quand vous restez jusqu'à 19h30, 20h, vous ne travaillez pas jusqu'à 19h30, 20h. Parfois, ça donne lieu à une forme de comédie humaine où le premier qui part, notamment pour aller chercher ses enfants, a perdu. Tu pars à 17h, est-ce que tu as pris ta journée? On connaît très bien ça. Le syndrome du piqué, c'est donc avoir une pleine disponibilité pour son travail et mettre la carrière au-dessus de tout. Ça répond à un modèle de réussite qui est un peu le modèle Mad Men des hommes des années 60, où eux pouvaient être très investis dans leur travail, être mobilisables à toute heure de la journée et le week-end, parce que quelqu'un à la maison gérait tout pour eux. Ça crée, en fait, c'est comme si le travail ne considérait le temps dans nos vies, qu'en fonction de lui-même. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut bien manger, faire du sport, s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses parents, bien dormir, sauf que, en fait, dans une journée, il n'y a que 24 heures et qu'on n'a pas le temps de tout faire. Qu'est-ce qu'on dit aux femmes pour gérer ça? C'est le fameux mythe de la Wonder Woman qui doit tout gérer en même temps. On leur dit déléguer à d'autres femmes. Des femmes qui seront sans doute pas hyper bien payées non plus parce que leur travail n'est pas bien reconnu. Donc en fait, on enjoint les femmes à faire comme les hommes et à faire passer la carrière par-dessus tout. Alors, moi je vous dis tout de suite, j'adore travailler. J'ai pas du tout envie d'être femme au foyer ni rien. Mais est-ce qu'on pourrait en fait avoir de l'ambition, réussir tout en étant à 80% de temps, par exemple? On sait quand on dit elle est passée à 80%, notamment suite à l'arrivée d'un enfant, ou des femmes qui passent à temps partiel, on se dit tu vois, elles se font rattraper par toute cette histoire d'enfants et de famille, parce que c'est beaucoup, notamment pour les enfants. Est-ce qu'on pourrait avoir les deux? Est-ce qu'en 2026, on ne peut pas sortir de ça et se dire, en fait, j'ai envie d'être présent pour ma famille et j'ai quand même aussi envie d'avoir de l'ambition? Ce syndrome du piqué, du coup, du présentéisme, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, on marche sur la tête. Moi, j'aime bien mettre en miroir le conflit des calendriers. On a 16 semaines de vacances scolaires à gérer quand on a des enfants. Je parle beaucoup de la parentalité parce que c'est vraiment le domaine qui va révéler toutes ces inégalités et ce système du présentéisme absurde. 16 semaines de vacances scolaires et 5 semaines de congés payés. Comment on fait? Ça fait quand même beaucoup de trous à combler. Alors, le réflexe numéro 1 qu'on a, c'est de se dire, y a-t-il des grands-parents? Quand on dit les grands-parents,
On sait très bien de qui on parle des grands-mères. Les grands-mères, il faut savoir qu'en France, c'est 23 millions d'heures de garde d'enfants gratuites par semaine. Et il y a de bonnes chances que ces femmes-là, passées 45-50 ans sur le marché du travail, elles étaient progressivement écartées parce qu'on les jugeait trop fatiguées, plus dans le coup, et qu'on allait les remplacer par des plus jeunes. Là où l'âge, pour un homme, c'est un bonificateur. C'est plus d'expertise, plus de sagesse, plus de recul et plus de promotion. Donc ces femmes-là sont souvent écartées du monde du travail. Par contre, on considère qu'elles ne sont pas du tout fatiguées pour garder les petits-enfants de ces messieurs et de ces dames aussi qui vont continuer à travailler, qui sont du coup plus jeunes ou pour ces messieurs quand même plus âgés. Donc, on se repose sur les grands-parents. Sinon, le périscolaire. Mets ton enfant au périscolaire. On peut se dire aussi qu'on n'a pas forcément envie de récupérer ses enfants à 18h30 tous les soirs, ou de faire appel à une nounou et de les voir très peu de temps. Donc ça, vraiment, il y a ce conflit de calendrier qui est un impensé. En fait, souvent, dans le monde du travail, on dit c'est aux parents de se débrouiller. Et on voit bien, je vous ai mis ces chiffres-là, la moitié des parents estiment qu'ils ne peuvent pas suffisamment profiter de leurs enfants. Et que beaucoup pensent que la parentalité est insuffisamment prise en compte dans l'organisation du temps de travail. Ce syndrome du piqué, ça pénalise beaucoup les femmes. Pourquoi ? Alors évidemment, les hommes, je pense, seraient très contents de se libérer un peu de cette injonction de « tu es un homme, tu dois être celui qui gagne le plus d'argent, donc tu vas être celui qui doit le plus travailler ». Un homme qui va partir à 17h, il va être beaucoup plus jugé quand même, comme c'est pas vraiment un vrai mec, quoi, pour le dire simplement, malheureusement. Une femme qui part à 17h, elle va être elle aussi jugée, mais on va beaucoup plus comprendre ce rapport-là à son identité de femme. Le syndrome du piqué, pourquoi est-ce que ça pénalise les femmes ? Parce qu'elles portent évidemment la majorité des tâches domestiques et parentales sur les épaules. C'est des inégalités qui sont aussi institutionnalisées. On a 16 semaines de congé maternité contre seulement 28 jours pour les pères, et parmi ces 28 jours, il n'y en a que 7 qui sont obligatoires. Une mère sur deux réduit ou arrête son activité à l'arrivée d'un enfant, contre 6% des pères. C'est quand même ridiculement bas. Dans 75% des couples, c'est monsieur qui gagne le plus. Donc évidemment, quand il faut faire la variable d'ajustement, c'est le plus petit salaire qui est désigné. Alors ça, voilà, je ne vais pas tout lire, mais moi, il y a un chiffre qui m'a énormément surprise quand j'ai écrit Les Méritantes, c'est que moins d'un père sur deux garde seul son enfant durant la semaine plus d'1 heure. Je trouve ça triste pour eux, en fait. Parce que à partir du moment où on fait des enfants, a priori, c'est un petit peu pour les voir et s'en occuper. Mais donc, cette charge-là domestique avec le syndrome du piqué, pour les femmes, c'est une vraie douleur, en fait. C'est une vraie charge mentale de se dire « je dois être Wonder Woman, je dois bien m'organiser, je dois déléguer ». Et en fait, souvent, ça mène à un burn-out généralisé. Je ne parle même pas de burn-out maternel ou de burn-out de vie professionnelle, c'est les deux cumulés. Et donc, pour gérer ça, on nous dit de déléguer, de faire comme les hommes, sauf qu'en fait, ça ne correspond peut-être pas du tout à nos envies et à nos besoins aussi. Alors, je vais vous parler aussi, alors évidemment, voilà, cet écart de disponibilité, ça se répercute dans des formes de sexisme. C'est les petites remarques qu'on entend au travail. Ah c'est vrai, j'oublie tout le temps, on ne peut pas compter sur elle le mercredi. 57% des femmes ont déjà entendu ces remarques-là dans le monde du travail. On fera la réunion sans elle, passé 17h, elle n'est plus là, elle va récupérer ses enfants. Tout ça, ça fait qu'évidemment, on va moins donner des promotions à des femmes, on va moins penser à elles quand il y a des opportunités. Je vais vous parler aussi du corps et de la santé des femmes. Ce syndrome du piqué, il est difficilement compatible parfois avec la flexibilité que nécessite le fait d'avoir un corps féminin. C'est-à-dire que, messieurs, dans la salle, vous êtes quand même peut-être un peu au courant parce que vous êtes dans un milieu médico-social, quand on est une femme, on a quand même de très bonnes chances d'avoir au cours de sa vie des règles douloureuses, potentiellement de l'endométriose, des urgences mammaires et gynécologiques, des syndromes de ménopause, peut-être un parcours PMA, peut-être un premier trimestre de grossesse éreintant, enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai dormi 12 heures par jour. Une grossesse aussi, parfois la totalité de la grossesse est compliquée, des syndromes du postpartum, bref. Des événements de vie corporelle que les hommes ne connaîtront pas. Et pour tous ces événements, qui n'arrivent évidemment pas tous en même temps, et peut-être qu'on ne les connaîtra pas tous non plus, mais pour tous ces événements, la logique dans le monde du travail, c'est de n'embêter personne. C'est de poser un congé sans solde ou une RTT, mais surtout de ne pas venir compliquer la bonne marche du travail.
Ce que ça nous dit, ce rapport au corps aussi dans le monde du travail, c'est que le bon travailleur de référence, c'est un corps d'homme qui n'a pas de problème de santé, qui n'a pas de charge domestique et parentale à gérer à la maison. C'est un homme très disponible. Et ça, du coup, évidemment, ça va pénaliser les femmes. Alors on se dit, oui, mais s'il faut créer des congés menstruels, des congés urgence mammaire, des congés pour tout, on ne va pas s'en sortir. Alors déjà, on n'est pas du tout obligé de créer des congés pour tout. Et surtout, il faut sortir de cette idée que c'est faire du favoritisme et que c'est venir compliquer la bonne marche du travail pour une minorité. Les femmes ne sont pas une minorité, elles sont la moitié de la population. Je vous ai remis quand même quelques chiffres. 17 millions de femmes concernées par la ménopause en France. L'endométriose, ça touche environ 10% de la population féminine active. Et chaque année en France, plus de 243 000 IVG, 670 000 naissances, on n'est pas sur des faits minoritaires. Mais donc ça rentre encore en conflit avec ce syndrome du piqué qui nous demande d'être très disponible au travail, comme si le reste de la vie n'existait pas. Le paradoxe, j'en profite pour préciser, c'est que alors qu'on doit effacer la réalité de notre corps de femme, on est quand même toujours ramené à ce corps. Ce corps qui est sexualisé ou le corps sur lequel il va y avoir aussi une présomption de maternité, notamment au moment du recrutement et de l'embauche. Ça, pour les femmes, ça génère une charge mentale supplémentaire. C'est de se dire tous les matins, est-ce que je mets ce t-shirt ou est-ce que je mets ce t-shirt ou ce débardeur, ou est-ce que cette jupe est trop courte, est-ce que ce pantalon est trop transparent, est-ce que ces talons sont trop hauts. Je pense que vraiment, on ne se rend pas compte du nombre de questions qu'on se pose avant de s'habiller pour savoir est-ce qu'on va potentiellement s'exposer à des remarques sexistes, voire à des comportements de harcèlement sexuel. Il y a quand même 35% des femmes qui disent ne pas porter certaines tenues vestimentaires et beaucoup ont recours à des stratégies d'évitement, du coup, parce qu'elles savent les risques encourus. Donc ça aussi, c'est une charge supplémentaire pour les femmes, alors dans le monde du travail et dans le monde tout court aussi. Mais bon. Deuxième syndrome, je regarde un peu l'heure parce que je n'ai plus qu'un quart d'heure, je crois, ce que j'appelle le syndrome du champion. On sait qu'il ne suffit pas de bien travailler, il faut aussi le faire savoir. Faire son autopromotion, réseauter, négocier son salaire. Pour ça, il faut avoir du temps, évidemment, pour aller à l'afterwork en fin de journée, pour prendre des déjeuners, réseauter, ou pour écrire des posts sur LinkedIn. Ça prend quand même beaucoup de temps. Et puis, il faut aussi avoir confiance en soi. Et ça, pour les femmes, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même été éduqués avec cette idée que c'était aux autres de déterminer notre valeur et de nous adresser des compliments et de venir nous valider. Une femme qui se met la couronne sur la tête toute seule en disant « moi, je pense que je vaux tant de plus ou que je mérite ça », elle a beaucoup plus de chances d'être jugée comme arrogante, prétentieuse, et qu'elle ne reste pas à sa place, au final. Ce qui est intéressant, c'est que quand les femmes ont confiance en elles, elles obtiennent moins souvent gain de cause. Une femme qui va demander une augmentation a moins de chances qu'un homme de l'obtenir. Et ce n'est pas parce qu'elle le mérite moins, c'est parce qu'elle est perçue d'une façon différente. De la même façon qu'une femme dans une position d'autorité, dans des hauts postes à responsabilité, va être beaucoup plus sévèrement jugée qu'un homme. Quand, par exemple, les femmes montent des entreprises, elles ont beaucoup plus de mal à lever des fonds. Et ce n'est pas parce qu'elles ne demandent pas assez, c'est parce qu'on ne leur accorde pas cet argent-là. Et parce que aussi, dans les fonds d'investissement, c'est beaucoup des hommes qui reproduisent du coup une forme de boys club, on en parlera un peu plus tard. Il y a seulement 2% des fonds capital risque en France qui sont investis dans des sociétés fondées ou cofondées par des femmes. 2%, ça veut dire que 98% du reste de l'argent va à des entreprises uniquement masculines. Donc il ne suffit pas d'oser et d'être audacieuse. On est aussi face à tout un système, toute une culture qui va dénigrer, on va dire, des femmes qui ont trop confiance en elles. Ensuite, il y a ce que j'appelle le syndrome du courtisan. Pour monter les échelons, en France, c'est quand même très français, on a un rapport très vertical à la hiérarchie. Il y a le chef, il y a moi, je dois lui obéir, je dois lui donner satisfaction. C'est presque un rapport très scolaire, voire ça peut se calquer sur un rapport même parental. Donc, il faut plaire à son chef, il faut lui donner raison, il faut parfois pas le contrer, il faut le brosser dans le sens du poil. Et ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez humain et naturel. On a aussi tendance à recruter des gens qui nous confortent dans nos certitudes et qui nous ressemblent. Et donc là, évidemment, il y a tout un phénomène de cooptation entre hommes
qui vont se passer les places, se passer les promotions, parce qu'ils sont issus des mêmes réseaux, des mêmes diplômes, des mêmes centres d'intérêt, parce qu'ils ont aussi plus de temps pour réseauter et donc se connaître, ce qu'on appelle l'effet Boys Club. Il y a une présomption de compétence pour les hommes. Là, il y a toujours un soupçon d'illégitimité pour les femmes. Quand on a un poste important à confier, est-ce qu'elle va vraiment être compétente ? Est-ce qu'elle va vraiment savoir faire ? Est-ce qu'elle ne va pas se laisser déborder par ses émotions ? Comment elle va faire avec sa famille ? Est-ce qu'elle va pouvoir tenir la barre ? Alors que pour un homme, on a l'impression que naturellement, il saura faire parce qu'il a toujours été programmé pour faire ça. Ça, c'est aussi très empreint de notre culture du pouvoir qu'on attribue beaucoup plus facilement à des hommes. Il y a plein de femmes qui ont des carrières incroyables, qui se sont contorsionnées dans tous les sens dans ce système-là et qui arrivent enfin dans des conseils d'administration, des comités exécutifs, des comités de direction, et qui sont extrêmement déçues par ce qu'elles trouvent. Parce qu'elles disaient, je pensais en avoir bavé et enfin arriver à une zone de pouvoir où j'allais avoir de l'impact, où j'allais pouvoir changer les choses. Et en fait, je découvre une cour de courtisans où tout le monde est là pour brosser dans le sens du poil le PDG ou le grand chef, et on n'est pas du tout au niveau, on n'est pas à la hauteur vraiment des sujets et des enjeux. Et d'ailleurs, on remarque que, certes, les quotas ont permis qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui rentrent dans ces boards et ces comités, elles en sortent aussi beaucoup plus rapidement, parce qu'elles sont déçues. Donc ça, c'était le syndrome du courtisan. J'ai envie de vous dire qu'en fait, en écrivant, en étudiant sur le sujet, je me suis dit, mais quoi qu'on fasse, quand bien même on se contorsionnerait dans tous les sens en étant très présente, en montrant patte blanche, en gommant la réalité de son corps, en prenant sur soi, en faisant du coaching, quand bien même on s'adapterait à tous ces syndromes, le monde du travail cultive une forme de mépris pour le féminin qui va bien au-delà de la question des comportements. Ce que font les femmes dans le monde du travail est moins reconnu, est moins valorisé, est moins estimé. Et ça, quoi que vous fassiez, en fait, ce sera le cas. Les métiers sont valorisés selon leur genre. Seulement 20% des métiers aujourd'hui sont mixtes. C'est très très peu. On voit qu'il y a toujours une forte ségrégation. Notamment, j'ai mis ces chiffres qui vont vous parler, plus de 90% des aides-soignantes, des sages-femmes, des auxiliaires de puériculture sont des femmes. À l'inverse, dans le BTP, dans la construction, on retrouve aussi des chiffres très accentués, donc où il y a une majorité d'hommes. Alors on se dit, oui, mais ça, on sait quand même traditionnellement que une infirmière sera moins bien payée qu'un informaticien. C'est lié à la nature du métier. Et en fait, c'est faux. Il y a 2 exemples que j'aime bien amener, les informaticiennes et les secrétaires. Il faut savoir qu'avant, secrétaire, c'était un métier d'homme. Fin 19e, c'était un métier presque de pouvoir, parce qu'on côtoyait des gens puissants. On était le secrétaire de quelqu'un d'important. On savait aussi écrire, lire. C'était vraiment des choses très, très valorisées. Et puis, avec la bureaucratie qui a transformé aussi le monde du travail, on a eu plus de besoins de secrétaires. Et les hommes se sont détournés de ces métiers-là, et du coup, on a recruté des femmes. Et là, le discours a changé. Quand on a voulu recruter les femmes, on s'est adressé aux jeunes femmes, souvent aux jeunes filles de familles bourgeoises, en leur disant « Venez, c'est comme faire du piano et c'est comme la couture ». On a mis en avant des qualités de dextérité, de finesse, qui étaient en fait rattachées à un univers domestique. On a bêtifié le métier. Et aujourd'hui, secrétaire n'est pas un métier prestigieux, alors que c'est pourtant un métier qui a une importance fondamentale. Et il y a plein de grands patrons qui disent que leur secrétaire, c'est un peu leur deuxième cerveau, en fait. Enfin, leur deuxième cerveau. Elle les aide et elle participe à leur valeur ajoutée de leur travail. À l'inverse, les informaticiennes. Dans les années 70, quand l'informatique n'était pas encore le secteur porteur d'aujourd'hui, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient à faire des calculs. Les femmes étaient très nombreuses. Et puis, en fait, on a compris que ce secteur allait prendre de la valeur, que c'était un secteur d'avenir. On a beaucoup plus recruté de personnes et le discours a changé. On a parlé, c'est un peu cet imaginaire du geek, de l'homme versus la machine. Il y avait un enjeu de pouvoir, de maîtrise de la machine. Et qu'en gros, ce qui allait dessiner le monde de demain, ça devait être occupé par des hommes. Et là, on a massivement recruté plutôt des hommes. Et aujourd'hui, on s'étonne qu'il y ait à peine 14% de femmes dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas une question forcément liée au métier, mais beaucoup liée au genre. On dit, oui, quand les femmes investissent en secteur professionnel, ils se dévalorisent.
C'est pas tout à fait vrai. En fait, que les femmes investissent un secteur professionnel quand les hommes s'en détournent, donc quand il est déjà en fait dévalorisé. Et on voit encore aujourd'hui que ça persiste dans nos représentations. Les métiers où les femmes sont majoritaires, enfin les métiers, les secteurs, donc par exemple communication, RH, marketing, juridique, la compta, majoritairement des femmes. Et on appelle ça des fonctions support. Qu'est-ce que ça nous dit quand on appelle ça des fonctions support? C'est comme s'il y avait le noyau dur du travail qui était masculin et que les femmes gravitaient autour et venaient aider. Elles étaient les petites mains, je déteste cette expression de petites mains, qu'on retrouve partout dans plein de secteurs, mais qu'elles sont là pour ranger, pour trier, pour classer, pour aider, mais qu'elles ne font pas le travail essentiel. On peut changer ces représentations-là. En 2010, la Cour de cassation a donné raison à une femme qui était responsable juridique et RH, qui poursuivait son employeur pour discrimination salariale, parce qu'elle était moins bien payée que le responsable commercial. On lui a donné raison. La Cour de cassation a dit, en fait, en traitant bien des affaires juridiques, en traitant bien du coup de la main-d'œuvre, des équipes, de la formation des collaborateurs et collaboratrices, elle crée autant de valeur, au moins autant de valeur que le responsable commercial qui va ramener des clients. Donc tout ça est quand même une question de représentation. Évidemment, je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez, je pense, très bien dans votre secteur. C'est aussi le manque de reconnaissance des métiers majoritairement féminins, y compris dans les métiers du soin, un métier du care. Mais je dis très mal care, j'ai un accent anglais vraiment pas terrible, donc dans les métiers du soin. On ne considère pas que ce sont des compétences professionnelles. Trop souvent, on va parler de qualité. C'est-à-dire qu'une femme qui prend soin, qui écoute, qui soigne, on considère que c'est dans la continuité de sa nature de femme, de ses prédispositions naturelles. Et ça se traduit même dans les grilles de classification. Alors, qu'est-ce que c'est que les grilles de classification? C'est en gros des cartes d'identité des métiers qui vont permettre de déterminer une rémunération, et des grilles de classification voilà, dans chaque secteur, selon voilà, les conventions collectives. Donc, on va faire une espèce de photographie. Quel est le niveau de diplôme, les compétences, les responsabilités, la pénibilité, voilà, tout plein de différentes dimensions du métier et la rémunération. Et là, on remarque que les métiers majoritairement occupés par les femmes sont sous-décrits, que souvent on ne parle pas de compétences mais de qualité, que les responsabilités sont minimisées, parce qu'on n'est pas du tout aussi dans le même circuit, c'est-à-dire que les métiers un peu aux compétences plus dures, parfois plus industrielles, étaient beaucoup mieux cadrés dans le passé, tandis que quand il y a une explosion du tertiaire, des métiers des services, on n'a pas décrit avec autant de soin, autant de détails, ces métiers-là dans les grilles de classification. Ce qui fait que, en fait, les femmes qui travaillent, notamment voilà, des aides-soignantes, n'ont pas la reconnaissance forcément de leur responsabilité, de leurs compétences, mais aussi de la pénibilité. C'est-à-dire qu'une femme qui porte des corps toute la journée n'a pas le critère de pénibilité poids des charges reconnu, parce que ça ne rentre pas dans les seuils de référence. La charge émotionnelle auquel elles font face n'est absolument pas reconnue comme un critère de pénibilité. C'est-à-dire que des femmes, et des hommes aussi, mais bon, ils sont beaucoup plus minoritaires, qui sont confrontés à la mort, à la maladie, qui ont une charge aussi relationnelle avec le patient, avec les familles des patients, tout ça n'est pas reconnu comme un critère de pénibilité. Les femmes sont 2 fois plus exposées au burn-out et à la souffrance psychique que les hommes. La souffrance psychique est première maladie à caractère professionnel énoncée par les femmes. Une maladie à caractère professionnel, ça veut dire que ce n'est pas une maladie professionnelle. Ça veut dire que ce ne sera pas forcément reconnu et indemnisé comme une maladie professionnelle. Donc en fait, ces femmes-là font des métiers difficiles pour lesquels elles ont souvent une rémunération moindre parce que la société ne valorise pas assez ces métiers-là, alors qu'ils sont pourtant les métiers les plus essentiels, qu'on peut quand même difficilement remplacer par l'IA également. Et ces métiers-là, d'auxiliaire de puériculture, d'aide-soignante, de sage-femme, on ne peut pas les remplacer par l'IA, et pourtant on est en pénurie. C'est des métiers trop difficiles. On va tous être dans une impasse demain quand on n'aura plus assez de sages-femmes, plus assez d'auxiliaires de puériculture, plus assez d'aides-soignantes pour s'occuper des personnes âgées. Et je pense que vous en savez quelque chose. Cette pénibilité, elle est sous-reconnue. Les difficultés de la profession ne sont pas... Il y a vraiment un angle mort en fait, du genre quand on regarde les conditions de travail. Alors, je vous recommande d'aller voir les travaux de l'ANACT, l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail,
notamment, c'est tout le travail de Florence Chaper, qui est passionnante à écouter sur le sujet. Ils ont remarqué qu'en fait, les accidents du travail explosaient chez les femmes. Donc on est à plus 41% ces 20 dernières années, alors qu'ils diminuent de 27% chez les hommes. C'est plus de troubles musculo-squelettiques, c'est plus de souffrance au travail, c'est plus de problèmes de santé. Et du coup, parfois, pour continuer de faire un métier difficile, qu'est-ce qu'on fait? On passe à temps partiel. Et donc, c'est continuer de travailler dans des conditions difficiles pour encore moins de salaire. Parce qu'évidemment, à la fin, salaire moindre, 23,5% d'écart de salaire au global et 15% à temps de travail égal. Qu'est-ce qu'on dit face à ça? On dit aux femmes de changer d'orientation. On leur dit, allez vers les métiers porteurs, allez, devenez ingénieur, devenez informaticienne. Moi, je trouve ça terriblement insultant, même s'il faut de la mixité, évidemment, et qu'on a besoin de femmes pour faire les algorithmes de demain et penser voilà, toutes les technologies. On n'entend pas le mouvement inverse de dire aux hommes, il faut de la mixité dans les métiers du soin. Et on a besoin de soignants et de soignantes pour demain et de revaloriser ces métiers-là. On l'a bien vu pendant la pandémie de Covid. Il y a beaucoup de belles promesses qui sont restées sans suite. Mais donc, on demande toujours aux femmes de s'adapter en changeant leur orientation, en leur disant d'apprendre à négocier, à se mettre en avant, en déléguant au maximum, en passant sous silence du coup tout ce qui fait leur particularité de femmes, et en ayant une charge mentale supplémentaire. Et aussi en taisant leur colère. Moi, je trouve que ça, c'est aussi un grand sujet, tout ce qu'on doit passer sous silence, à quel point on doit prendre sur soi pour ne pas casser l'ambiance, pour s'adapter, pour montrer patte blanche. En fait, en résumé, on demande aux femmes de devenir des hommes. Et ça, c'est quand même très dommage, très problématique. Et à la place, on devrait plutôt penser à réinventer le monde du travail. Alors, il me reste très peu de temps. À quoi est-ce que ça ressemblerait un monde du travail égalitaire? Je vous dis, bon, il est bien gentil avec tous ces constats un petit peu déprimants, mais c'est pas Oui-Oui-Land, on n'est pas dans le monde des bisounours et on ne peut pas tout changer. En fait, si. Et il y a des entreprises qui ont commencé déjà à évoluer, à changer, et avec des politiques aussi publiques, c'est possible. On pourrait avoir pour modèle de référence non pas le travailleur masculin très disponible qui n'a pas de charge mentale ou domestique ou parentale à gérer, mais prendre en modèle de référence la mère de famille monoparentale. Ça, c'est Laetitia Vito, qui est une experte du monde du travail, qui a d'ailleurs écrit un livre passionnant sur l'âge dans le monde du travail, que je vous recommande de regarder, qui dit si la mère de famille monoparentale, c'était le modèle de référence, on aurait des politiques RH beaucoup plus inclusives. D'appliquer la transparence des salaires et la rémunération selon résultat, d'avoir une révision non sexiste des grilles de classification, de créer, pourquoi pas, un droit à la conciliation des temps de vie. Parce que je vous ai beaucoup parlé de la parentalité, mais il y a aussi l'aidance, évidemment, qui est un sujet qui va continuer de monter. 60% des aidants sont des aidantes, et environ la moitié d'entre elles attestent que ça a eu un impact négatif sur leur vie professionnelle. Moi, je fais partie de l'Observatoire de l'émancipation économique de la Fondation des femmes. On publie des notes thématiques régulièrement sur les inégalités hommes-femmes par un prisme économique. Je vous recommande d'aller consulter la note sur le coût de l'aidance. C'est vraiment... c'est aberrant. Donc, tout comme on a créé un droit à la déconnexion, on pourrait créer un droit à la conciliation. On pourrait aussi, pour faciliter le parcours de santé des femmes dans le monde du travail, créer des consultations de check-up sur le lieu de travail. On a des stands de dons du sang, parfois, qui viennent dans les entreprises. Pourquoi on n'aurait pas des stands de consultation, prévention de cancer du sein, de palpation mammaire, sur le lieu de travail? Ça éviterait d'attendre 4 mois pour avoir un rendez-vous et en plus de devoir s'absenter, poser une demi-journée pour le faire. Évidemment, la création de crèches d'entreprise et j'en passe. Alors, je vais vous passer 4 mesures un peu, je vais passer très vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ce qu'on pourrait aussi faire, c'est exiger des shortlists mixtes. Quand vous avez des postes à responsabilité, notamment des postes de directeur et directrice, au lieu de dire, oui, mais il n'y a que des hommes qui ont postulé, allez chercher les femmes. Il y a des entreprises qui appliquent une politique de 50-50. Il faut 50% de candidats féminins et 50% de candidats masculins. On va chercher les femmes, parce que parfois elles ne postulent pas, c'est pas qu'elles manquent de confiance en elles et d'audace, c'est qu'elles pensent que c'est incompatible, notamment avec leur vie de famille. Et d'aller les chercher et d'essayer de trouver les solutions, ça, c'est œuvrer pour l'égalité. Rallonger le congé paternité. Alors vous dites, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Pas du tout, ça a tout à voir avec la choucroute. Parce que quand vous avez un écart de 16 semaines versus 28 jours, qui je pense en plus sera augmenté par le congé de naissance,
Je ne suis pas sûre que les hommes soient prêts à perdre 30 à 40% de leur salaire pour avoir des congés paternité en plus. Par contre, les femmes, elles le prendront, puisqu'elles prenaient déjà le congé parental qui n'était rémunéré que 450 € par mois. 94% des personnes qui prenaient le congé parental étaient des femmes. Donc, quand vous avez un fossé de disponibilité, de temps aussi d'implication à la maison avec un nouveau-né, vous créez des inégalités à long terme, évidemment. Donc, rallonger le congé paternité, le rendre obligatoire et de durée égale au congé maternité. En Espagne, c'est le cas. 16 semaines pour un père, pour une mère. Voilà. On pourrait même, mais l'option plus, c'est aussi d'allonger le congé maternité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'en fait, retourner dans le monde du travail 3 mois après la naissance, c'est très compliqué. Et puis, on n'a pas toujours de place en crèche aussi. Il manque 200 000 places en crèche aujourd'hui pour répondre aux besoins immédiats. Si par principe, on voulait donner une place en crèche à chaque nouveau-né, il faudrait en créer 600 000. Donc, c'est là où on voit que les femmes qui vont prendre le congé parental, qui vont diminuer leur activité professionnelle pour gérer les petits-enfants, ce sont un peu, en fait, des salariés invisibles de l'État. Si on reste dans ce principe que l'État doit pourvoir, doit fournir des crèches et doit accompagner les familles. Troisième mesure, flexibiliser le travail. Alors, on a beaucoup parlé du télétravail. Quand on parle de flexibilité au travail, on oublie aussi de dire que tous les métiers ne peuvent pas télétravailler. La boulangère, elle ne peut pas télétravailler, et l'aide-soignante, elle ne peut pas télétravailler non plus. Ça n'empêche pas quand même d'avoir plus de flexibilité. C'était Florence Chaper, de l'ANACT encore, qui m'expliquait qu'on avait tendance toujours à vouloir créer des congés. Quand il y avait quelque chose d'un peu compliqué lié à la réalité, au vécu des femmes avec le monde du travail, notre premier réflexe, c'est de dire on va inventer des congés. On va inventer un congé menstruel, par exemple. Elle a une grossesse compliquée, du coup, on va la mettre en arrêt total. Alors qu'en fait, on peut être beaucoup plus créatif que ça. On peut aménager les horaires, on peut aménager les tâches, plutôt que de couper une femme du monde du travail dès que ça ne rentre pas dans le cadre, dans le modèle du travailleur masculin ultra disponible qui n'a pas de charge. Quatrième proposition, c'est proposer de l'assistance sur l'aidance. Il y a des entreprises qui créent des postes de care manager. C'est-à-dire que ce n'est évidemment pas des personnes qui vont prendre en charge votre famille à votre place, mais c'est des personnes qui vont vous accompagner, vous faire gagner du temps sur tout le volet administratif, financier. Ça, moi, je trouve ça assez intelligent qu'en fait, au bout d'un moment, il faut sortir de cette vision où l'entreprise a des œillères et dit « la vie privée, la vie personnelle ne nous regarde pas. Nous, on est là pour travailler, il faut séparer la vie privée et la vie pro ». Ça, c'est valable dans les années 60, quand on est Don Draper et qu'on vit dans Mad Men. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Parce qu'il y a des grosses pénuries, non seulement de professionnels sur l'enfance, parce qu'il y a la problématique de l'aidance, et parce que par ailleurs, on peut aussi sortir d'un modèle où le travail doit monopoliser les 3/4 de notre vie. Donc, accompagner les collaborateurs, collaboratrices dans leur parcours de vie, c'est non seulement les fidéliser, c'est faciliter le vécu et c'est éviter potentiellement des burn-out, de la souffrance, de la surcharge mentale et parfois d'écarter les femmes du monde du travail. Parce que parfois, quand trop c'est trop, la solution la plus simple, c'est de s'arrêter ou c'est de passer à temps partiel et du coup, c'est évidemment de perdre son indépendance économique. J'ai fini. Alors, merci beaucoup. Merci Lucie. Voilà. Alors, on est un petit peu en retard. J'aimerais juste vous dire que ça peut paraître un peu déprimant comme ça. Moi, je suis très, très, très optimiste. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Les hommes aussi. Alors, j'espère que vous n'avez pas compris cette présentation de travers. C'est pas du tout pour jeter la pierre aux hommes. Je pense que les hommes sont eux aussi empêtrés dans des injonctions liées au travail qui les limitent, qui ne les rendent pas heureux. Et donc, repenser le monde du travail pour plus d'égalité, pour plus de diversité, pour plus d'inclusion. Il y a nombre d'études qui ont montré que ça portait à plus de performance, plus de bien-être. Et donc, penser que plus de flexibilité, plus d'égalité, c'est des idées mignonnes mais trop chères, c'est faux. Ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est la culture du présentéisme, c'est la culture de la courtisanerie, c'est de ne pas reconnaître les métiers les plus essentiels, notamment en majorité occupés par des femmes. Donc voilà, sortir d'une forme de candeur et de naïveté sur ces sujets-là et se dire que c'est possible. Il y a des politiques publiques qui sont instaurées, qui montrent que ça crée de bons résultats. Il y a des entreprises au cas par cas qui adoptent des mesures RH porteuses.
Donc j'espère que ça nourrira des envies, que ça pourra libérer la parole sur certains points et vous donner d'autres idées sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on est un tout petit peu pris par le temps, mais si quelqu'un a une question, une remarque, un échange dans la salle, n'hésitez pas, on va faire passer les micros. N'hésitez pas à lever la main, monsieur. Désolé pour ma voix, j'avais atelier choral hier, j'ai un peu mal. Non, je plaisante. Juste, non, enfin, vous l'avez dit à quelques reprises, mais là, on a quand même un domaine d'activité un peu particulier où plus de 90-95% de nos équipes sont composées par des femmes, de fait. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis à la direction de nos structures. Pas une seule fois, et je ne parle pas de moi, je crois qu'au niveau des directions, vous me dites si je me trompe, on doit être à peu près à 50-50 au niveau des effectifs. Donc vous voyez, ce n'est pas une histoire d'hommes et femmes. Dans les effectifs de direction ou dans oui, les oui, au niveau des directions. Par contre, tout ce que vous avez décrit, oui, c'est la réalité. Il ne faut pas être naïf ou avoir mal dormi pour le reconnaître. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, je pense que tout ce que vous avez dit, mais c'était pour ça, je pense que ce n'est pas vos propos de manière générale, c'est que du coup, le fait qu'il y ait 95% de monde féminin dans le travail, dans nos structures, fait que, de fait qu'on soit homme ou femme, j'oserais dire, on s'en fout, on cherche du monde. On a besoin de monde et des gens qui s'occupent des autres. Donc, il n'y a pas du tout cette mentalité, c'est fait de dire les trucs piqués, les machins. Non, c'est faux ça. Et justement, en tant qu'homme directeur, si on avait cet esprit-là, croyez-moi, on se fait vite lourder, on se fait vite mettre de côté par son équipe, sans me faire la valise. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci pour cette remarque. C'est sûr que le syndrome du piqué, du courtisan, l'autopromotion, le syndrome du champion, ça, c'est plus globalement dans le monde du travail. C'est évidemment que l'aide-soignante, elle ne va pas négocier son salaire. Enfin, voilà. Mais c'est aussi beaucoup, quand on parle d'égalité professionnelle, on se concentre beaucoup là-dessus, on se concentre beaucoup parfois dans des métiers de bureau, de cadre, et on oublie un peu le reste. Moi, ce que j'essaie, c'est un peu le déroulé dans le livre, c'est de rentrer par le prisme de l'empowerment, de se dire, OK, bon, on n'a pas les mêmes carrières, pourquoi, quelles sont les règles de réussite, mais au final, de se dire, on s'en fout de ça. On s'en fout parce que le monde du travail méprise le féminin. Et quand vous dites que ce n'est pas du tout une question de genre, alors que 95% des effectifs est féminin, bah, du coup, si. Ce n'est pas un hasard. Je ne pense pas que ce soit un hasard si c'est des métiers mal reconnus, avec la pénibilité qui est sous-estimée, qui ont un grand manque de reconnaissance et des salaires quand même moindres, et que c'est occupé en immense majorité par les femmes. Tout comme ce n'est pas un hasard que 95% des effectifs soient féminins, mais qu'il n'y ait que 50% de femmes en haut de l'organigramme. On peut pas l'expliquer. Enfin, pour moi, on ne peut pas l'expliquer autrement. Et qu'au moment où on va chercher un directeur ou une directrice, comment ça se fait que d'un coup, il y ait la moitié d'hommes ? Alors que des gens qui font ce métier, bah, les hommes sont ultra minoritaires. Ça nous dit quand même quelque chose d'une approche genrée. Évidemment, moi, je suis d'accord avec vous, que ce soit un homme, une femme qui fasse ce métier, moi, je m'en fous, tant qu'il est bien fait et que la personne a des bonnes conditions. Il ne s'agit pas de dire il faut survaloriser les femmes. C'est pas ça, c'est qu'il y a des mécanismes de sexisme, un prisme du genre, qui explique du coup une forme de mépris et de sous-valorisation des métiers de certaines compétences. Tout comme j'expliquais que les secrétaires, quand c'était un métier d'homme, c'était survalorisé. Et quand c'est devenu un métier de femme, on a trouvé que c'était un métier pas... beaucoup moins... Après, j'entends tout ce que vous dites, sur le fait que les syndromes de la réussite, ça ne s'applique pas forcément à tous les secteurs. Mais quand on parle d'égalité professionnelle, dans les discours aussi, et notamment dans les discours politiques, on parle beaucoup de l'audace, on parle beaucoup de la négociation, on parle beaucoup des professions bureau et cadre. Alors qu'en fait,
Moi, je trouve que c'est comme un oignon. On enlève les couches à chaque fois et puis on se dit oui, mais alors si j'apprends à négocier, si j'apprends à mettre en avant, si je choisis le bon secteur, si je choisis... Et en fait, à la fin, il y a toujours le cœur qui est que quoi que vous fassiez, parce que vous êtes une femme, dans le monde du travail, ce sera sous-valorisé. Et que ça, c'est pas une fatalité. Bon, encore une fois, je suis très optimiste, mais c'est quelque chose d'historique, de culturel. Le fait qu'on ne parle pas de l'histoire du travail des femmes. On dit encore que les femmes travaillent depuis pas très longtemps. C'est faux. Les femmes étaient agricultrices, c'est toutes les ouvrières de l'industrie textile, ce sont les institutrices, les commerçantes, les domestiques. Jusqu'à la fin du 19e, les domestiques n'étaient pas reconnus comme des actives. Donc il y a quand même une longue histoire. Si on nous réapprenait cette histoire en disant que les femmes ont toujours travaillé, elles ont toujours participé au progrès, à la croissance, qu'elles ont participé à constituer toute notre culture, la valeur de notre monde, ça changerait quelque chose. Et moi, je pense même que ça changerait quelque chose à la façon dont les femmes arrivent dans le monde du travail. Parce que vraiment, moi j'ai 37 ans, je suis pas hyper vieille, je suis pas hyper jeune non plus. Mais je suis arrivée, et je sais que beaucoup de femmes ressentent ça dans le monde du travail en disant il faut prouver qu'on est aussi capable que les hommes. Ma grand-mère n'a pas eu la chance de travailler, donc je dois prouver, je dois montrer patte blanche, et je ne dois pas me plaindre. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous rappeler qu'en Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit de travailler. Pas très bien, mais en fait, ça n'empêche pas d'être exigeant aujourd'hui, ici, et de vouloir plus d'égalité et plus de reconnaissance. Mais de se dire j'ai la chance de travailler, c'est récent, donc il ne faut pas venir mégoter sur les conditions. Et aussi de se dire, ça fait que quelques décennies qu'on travaille, donc il faut être un peu patient, les inégalités vont vite se résorber, les écarts de salaire diminuent. Mais ça, c'est faux. En fait, ces inégalités, elles ont des siècles, voire des millénaires, mais moi, je ne suis pas remontée jusque-là. C'est des inégalités qui ont des siècles. Et par ailleurs, se dire que les inégalités de salaire vont diminuer et que les inégalités économiques entre les hommes et les femmes vont baisser, c'est une fausse idée. Les inégalités de salaire diminuent, certes. Les inégalités de patrimoine augmentent entre hommes et femmes. Aujourd'hui, on a du mal à s'enrichir par son travail, on a du mal à augmenter son niveau de vie par son travail. Donc en fait, le salaire, c'est un point, mais au niveau de la richesse, du patrimoine, de l'indépendance économique, il y a d'autres choses qui se jouent. Il faut savoir qu'en France, l'écart de revenus moyen au sein des couples, c'est 42%. C'est énorme. Et que les gens se marient moins aujourd'hui ou se marient en séparation de biens. Plein de femmes n'auront pas de pension de réversion parce qu'elles ne sont pas mariées. Au moment d'une séparation, elles n'auront rien. Et pourtant, elles font toujours la majorité de la charge domestique et parentale et elles ajustent leur carrière. Donc, voilà, là, je commence à dériver sur l'autre sujet qui est l'argent et le couple. Je voudrais qu'on prenne une dernière prise de parole, oui, s'il vous très plaît. Bien. Merci. Oui, bonjour. Je suis par là. Oui. Voilà. Bonjour. J'entends complètement tout ce que vous dites. Je l'ai vécu. J'ai quelques années de plus que vous. Et j'ai pas du tout évolué dans le monde du médico-social. J'ai évolué dans un monde très masculin et j'ai commencé à avoir une entreprise. J'avais 24 ans. 24 ans, enceinte. J'ai pas eu de congé maternité parce qu'il fallait, il fallait être la meilleure. Et donc tout ce que vous décrivez, seule, mes 2 enfants, de telle heure à telle heure, personne pour m'aider. Voilà, j'ai eu mon lot comme beaucoup d'autres personnes. À la base, je pense que c'est une question d'éducation. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous nous dites, mais l'État ne peut pas compenser par des fonds publics un problème que chaque parent doit faire à la maison. Parce qu'on est dans une société patriarcale, ça c'était le cas, on l'est de moins en moins. Moi, je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, les papas sont de plus en plus présents. Il y a quand même une énorme évolution dans la mentalité des hommes. Ils sont très impliqués auprès de leurs femmes, de plus en plus. C'est vraiment un duo qu'il y a dans des couples et non pas 2 personnes séparées. On a quand même ça, de plus en plus. Donc il faut quand même reconnaître qu'il y a une belle évolution dans notre culture. Mais je vais vous dire, quand j'ai évolué dans ce métier d'homme, ça a été assez violent. Quand on faisait des congrès, on pouvait être 400 ou 300 et on était 10 femmes. Je peux vous dire que j'en ai eu des raisonnements. J'ai appris, ça m'a permis d'avoir confiance en moi, mais chacun son caractère. Mais je vais vous dire que la chose la plus difficile pour moi à vivre, c'était pas les hommes, c'était les femmes. Oui. Parce que les pires ennemis des femmes, c'est les femmes. Quand vous vous trouvez dans un secteur et que vous avez
la prétention, si on dit le mot comme ça, de vouloir être carriériste, de vouloir être féminine, de vouloir avoir ce que vous avez le droit d'avoir, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, du moment que vous y mettez les moyens, celles qui vous descendent, c'est les femmes. Malheureusement, les seules personnes qui m'ont humiliée en public professionnel, ce sont des femmes. C'est terrible à dire, mais en fait, c'est culturel. Hein, mais je suis désolée si personne ne l'entend. Mais Non. ceux qui m'ont permis de progresser, alors peut-être par mon côté punchy, etc., ça a été des hommes. Moi, je suis d'accord avec vous, j'entends complètement ça. Il y a un peu un réflexe quand on est en minorité, dans un milieu ultra masculin, et quand on est une minorité de femmes, on pense naturellement, qu'on soit une femme ou toute autre minorité, que la première concurrence, c'est celle qui nous ressemble. Je suis d'accord. Parce qu'on a intériorisé qu'il n'y aurait pas de la place pour tout le monde et qu'on est déjà des exceptions dans ce secteur-là. Donc, être la femme qui va gravir les échelons, c'est être l'exceptionnel parmi les exceptionnels. Donc, la première concurrence, ça va être celle qui nous ressemble. Par ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui, pour montrer patte blanche dans le monde du travail, ont pour stratégie inconsciente, je pense, de dénigrer les autres femmes. Ah, elle nous fait encore un gosse, celle-là. Ah, moi, je me suis pas plaint quand j'ai eu mes enfants. C'est terrible. Mais oui, c'est terrible. Parce qu'en fait, vous n'entendez pas aujourd'hui, dans les milieux du travail, c'est pas forcément l'homme qui va dire, oh là là, celle-là, elle va nous faire un gosse. Parce que les femmes, quand on recrute, on se dit en poste de direction, c'est comme les hommes. Alors, je prends une directrice adjointe. Ah, bon, elle a 25 ans, elle vient de se marier. Est-ce qu'elle va... Bon, moi, je me pose pas forcément la question, mais je sais que ça se pose. Mais en fait, il y a à la fois montrer patte blanche et ça nous dit quelque chose du fait qu'on doit soi-même montrer qu'on n'est pas une femme comme les autres. Et ça reste un problème d'éducation. Oui, je pense que c'est l'éducation culturelle qui doit. Et c'est à la base, quand on veut être reconnu en tant que femme, il faut que nos filles, on les loue pour autre chose que pour leur beauté. On les loue pour autre chose parce qu'elles sont gentilles, elles se placent bien, tout va bien. Il faut les louer pour leur capacité intellectuelle, leur force et leur dynamisme. Et il faut aussi valoriser la sororité. Alors quand on dit sororité, on a tendance à se dire « Ah, c'est l'arc-en-ciel gentil du pays des bisounours ». Mais je pense que les femmes aussi se mettent en rivalité parce qu'elles savent que le pouvoir, il n'est pas du côté des femmes. Et que si on veut exercer son ambition et être bien placé et tout, il faut un peu choisir son camp et du coup dénigrer les autres femmes, montrer qu'on n'est pas comme les autres femmes, c'est montrer qu'on adhère à une certaine grille de lecture, à certaines valeurs qui vont dénigrer le féminin, mais on le fait parce que voilà, on a son ambition, on pense individuellement. Si on valorise aussi la sororité, moi je pense que les femmes, elles ont compris, enfin ça change, c'est en train de changer, mais que pendant longtemps, les femmes se sont dit, j'ai aucun intérêt à m'allier avec d'autres femmes. On va gagner quoi ensemble entre personnes plus faibles, entre guillemets? Qu'est-ce qu'on va gagner? C'est pas là où il y a du pouvoir, c'est pas là où il y a de la puissance. Aujourd'hui, ça change. Merci. Je pense que les femmes comprennent que quand elles se parlent, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas des cas individuels, que ce n'est pas des cas particuliers, ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, c'est quelque chose de systémique, qu'elles tirent beaucoup de force en étant alliées les unes avec les autres. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec toutes les femmes, il ne s'agit pas de ne recruter que des femmes, c'est pas ça. C'est être consciente du bagage systémique qu'on a, qu'on peut être solidaire et qu'on peut essayer de faire changer les choses. Et les hommes aussi ont leur part à faire là-dedans. Merci beaucoup, je vais arrêter de prendre le temps. Je suis désolé, on est vraiment pris par le temps.